Peut-être chaque soir acceptons-nous le risque de vivre en dormant des souffrances que nous considérons comme nulles, et non parce qu'elles seront ressenties au cours d'un sommeil que nous croyons sans conscience. En effet, ces soirs où je rentrais tard de la Raspelière, j'avais très sommeil, mais dès que l'effroi vinrent, je ne pouvais m'endormir tout de suite, car le feu éclairait comme si on eût allumé une lampe. Seulement ce n'était qu'une flambée, et comme une lampe aussi, comme le jour quand le soir tombe, sa trop vive lumière ne tardait pas à baisser. Et j'entrais dans le sommeil, lequel est comme un second appartement que nous aurions, et où, délaissant le nôtre, nous serions allés dormir. Il a des sonneries à lui, et nous y sommes quelquefois violemment réveillés par un bruit de timbre parfaitement entendu de nos oreilles, quand pourtant personne n'a sonné. Il a ses domestiques, ses visiteurs particuliers qui viennent nous chercher pour sortir, de sorte que nous sommes prêts à nous lever quand force nous est de constater, par notre presque immédiate transmigration dans l'autre appartement, celui de la veille, que la chambre est vide, que personne n'est venu. La race qu'il habite, comme celle des premiers humains, est androgyne. Un homme y apparaît au bout d'un instant sous l'aspect d'une femme. Les choses y ont une aptitude à devenir des hommes, les hommes des amis et des ennemis. Le temps qui s'écoule pour le dormeur durant ces sommeils-là est absolument différent du temps dans lequel s'accomplit la vie de l'homme réveillé. Tantôt son cours est beaucoup plus rapide, un quart d'heure semble une journée, quelquefois beaucoup plus long. On croit n'avoir fait qu'un léger somme, on a dormi tout le jour. Alors, sur le char du sommeil, on descend dans des profondeurs où le souvenir ne peut plus le rejoindre, et en deçà desquelles l'esprit a été obligé de rebrousser chemin. L'attelage du sommeil, semblable à celui du soleil, va d'un pas si égal, dans une atmosphère où ne peut plus l'arrêter aucune résistance, qu'il faut quelques petits cailloux aérolytiques étrangers à nous pour atteindre le sommeil régulier, et de faire d'une brusque courbe revenir vers le réel, brûler les étapes, traverser les régions voisines de la vie, et atterrir brusquement au réveil. Alors de ces sommeils profonds, on s'éveille dans une aurore, ne sachant qui on est, n'étant personne, neuf, prêt à tout, le cerveau se trouvant vidé de ce passé qui était la vie jusque-là. Et peut-être est-ce plus beau encore quand l'atterrissage du réveil se fait brutalement et que nos pensées de sommeil dérobées par une chape d'oubli n'ont pas le temps de revenir progressivement avant que le sommeil ne cesse. Alors du noir orage qu'il nous semble avoir traversé, mais nous ne disons même pas nous sortons gisants, sans pensée, un nous qui serait sans contenu. Quel coup de marteau l'être ou la chose qui est là a-t-elle reçu pour tout ignorer, stupéfaite jusqu'au moment où la mémoire accourue lui rend la conscience ou la personnalité? Encore pour ces deux gens le réveil, faut-il ne pas s'endormir même profondément sous la loi de l'habitude, car tout ce que l'habitude enserre dans ses filets, elle le surveille. Il faut lui échapper, prendre le sommeil au moment où on croyait faire tout autre chose que dormir, prendre en un mot un sommeil qui ne demeure pas sous la tutelle de la prévoyance, avec la compagnie même cachée de la réflexion. Du moins, dans ces réveils tels que je viens de les décrire et qui étaient la plupart du temps les miens quand j'avais dîné la veille à la Raspelière, tout se passait comme s'il en était ainsi, et je peux en témoigner, moi l'étrange humain qui, en attendant que la mort le délivre, vit les volets clos, ne sait rien du monde, reste immobile comme un hibou, et comme celui-ci ne voit un peu clair que dans les ténèbres. Tout se passe comme s'il en était ainsi, mais peut-être seule une couche d'étoupe a-t-elle empêché le dormeur de percevoir le dialogue intérieur des souvenirs et le verbiage incessant du sommeil, car ce qui peut du reste s'expliquer aussi bien dans le premier système, plus vaste, plus mystérieux, plus astral, au moment où le réveil se produit, le dormeur entend une voix intérieure qui lui dit « Viendrez-vous à ce dîner ce soir, cher ami ? Comme ce serait agréable. » Et pense « Oui, comme ce sera agréable, j'irai. » Puis le réveil s'accentuant, il se rappelle soudain. Ma grand-mère n'a plus que quelques semaines à vivre, assure le docteur. Il sonne, il pleure à l'idée que ce ne sera pas comme autrefois sa grand-mère mourante, mais un indifférent valet de chambre qui va venir lui répondre.
Du reste, quand le sommeil l'emmenait si loin hors du monde habité par le souvenir et la pensée, à travers un éther où il était seul, plus que seul, n'ayant même pas ce compagnon où l'on s'aperçoit soi-même, il était hors du temps et de ses mesures. Déjà le valet de chambre entre, et il n'ose lui demander l'heure, car il ignore s'il a dormi, combien d'heures il a dormi. Il se demande si ce n'est pas combien de jours tant il revient le corps rompu et l'esprit reposé, le cœur nostalgique, comme d'un voyage trop lointain pour n'avoir pas duré longtemps. Certes, on peut prétendre qu'il n'y a qu'un temps pour la futile raison que c'est en regardant la pendule qu'on a constaté n'être qu'un quart d'heure ce qu'on avait cru une journée. Mais au moment où on le constate, on est justement un homme éveillé, plongé dans le temps des hommes éveillés. On a déserté l'autre temps, peut-être même plus qu'un autre temps, une autre vie. Les plaisirs qu'on a dans le sommeil, on ne les fait pas figurer dans le compte des plaisirs éprouvés au cours de l'existence. Pour ne faire allusion qu'au plus vulgairement sensuel de tous, qui de nous au réveil n'a ressenti quelque agacement d'avoir éprouvé en dormant un plaisir que si l'on ne veut pas trop se fatiguer, on ne peut plus, une fois éveillé, renouveler indéfiniment ce jour-là. C'est comme du bien perdu. On a eu du plaisir dans une autre vie qui n'est pas la nôtre. Souffrances et plaisirs du rêve, qui généralement s'évanouissent bien vite au réveil, si nous les faisons figurer dans un budget, ce n'est pas dans celui de la vie courante. J'ai dit 2 temps. Peut-être n'y en a-t-il qu'un seul. Non que celui de l'homme éveillé soit valable pour le dormeur, mais peut-être parce que l'autre vie, celle où on dort, n'est pas dans sa partie profonde soumise à la catégorie du temps. Je me le figurais quand au lendemain des dîners à la Raspelière je m'endormais si complètement. Voici pourquoi. Je commençais à me désespérer au réveil en voyant qu'après que j'avais sonné 10 fois, le valet de chambre n'était pas venu. À la 11e, il entrait. Ce n'était que la première. Les 10 autres n'étaient que des ébauches dans mon sommeil qui durait encore du coup de sonnette que je voulais. Mes mains gourdes n'avaient seulement pas bougé. Or, ces matins-là, et c'est ce qui me fait dire que le sommeil ignore peut-être la loi du temps, mon effort pour m'éveiller consistait surtout en un effort pour faire entrer le bloc obscur non défini du sommeil que je venais de vivre au cadre du temps. Ce n'est pas tâche facile. Le sommeil qui ne sait si nous avons dormi 2 heures ou 2 jours ne peut nous fournir aucun point de repère. Et si nous n'en trouvons pas au dehors, ne parvenant pas à rentrer dans le temps, nous nous rendormons pour 5 minutes qui nous semblent 3 heures. J'ai toujours dit et expérimenté que le plus puissant des hypnotiques est le sommeil. Après avoir dormi profondément 2 heures, s'être battu avec tant de géants et avoir noué pour toujours tant d'amitié, il est bien plus difficile de s'éveiller qu'après avoir pris plusieurs grammes de véronal. Aussi, raisonnant de l'un à l'autre, je fus surpris d'apprendre par le philosophe norvégien qui le tenait de M. Boutroux, son éminent collègue, son confrère, ce que M. Bergson pensait des altérations particulières de la mémoire dues aux hypnotiques. Bien entendu, aurait dit M. Bergson à M. Boutroux, à en croire le philosophe norvégien, les hypnotiques pris de temps en temps à doses modérées n'ont pas d'influence sur cette solide mémoire de notre vie de tous les jours si bien installée en nous. Mais il est d'autres mémoires, plus hautes, plus instables aussi. Un de mes collègues fait un cours d'histoire ancienne. Il m'a dit que si la veille il avait pris un cachet pour dormir, il avait de la peine pendant son cours à retrouver les citations grecques dont il avait besoin. Le docteur qui lui avait recommandé ces cachets lui assura qu'ils étaient sans influence sur la mémoire. « C'est peut-être que vous n'avez pas à faire de citations grecques, » lui avait répondu l'historien, non sans un air moqueur. Je ne sais si cette conversation entre M. Bergson et M. Boutroux est exacte. Le philosophe norvégien, pourtant si profond et si clair, si passionnément attentif, a pu mal comprendre. Personnellement, mon expérience m'a donné des résultats opposés. Les moments d'oubli qui suivent le lendemain l'ingestion de certains narcotiques
ont une ressemblance partielle seulement, mais troublante, avec l'oubli qui règne au cours d'une nuit de sommeil naturel et profond. Or, ce que j'oublie dans l'un et l'autre cas, ce n'est pas tel vers de Baudelaire qui me fatigue plutôt ainsi qu'un tympanon, ce n'est pas tel concept d'un des philosophes cités, c'est la réalité elle-même des choses vulgaires qui m'entourent si je dors et dont la non-perception fait de moi un fou. C'est si je suis éveillé et sors à la suite d'un sommeil artificiel, non pas le système de Porphyre ou de Plotin dont je puis discuter aussi bien qu'un autre jour, mais la réponse que j'ai promis de donner à une invitation au souvenir de laquelle s'est substitué un pur blanc. L'idée élevée est restée à sa place. Ce que l'hypnotique a mis hors d'usage, c'est le pouvoir d'agir dans les petites choses, dans tout ce qui demande de l'activité pour ressaisir juste à temps, pour empoigner tel souvenir de la vie de tous les jours. Malgré tout ce qu'on peut dire de la survie après la destruction du cerveau, je remarque qu'à chaque altération du cerveau correspond un fragment de mort. Nous possédons tous nos souvenirs, sinon la faculté de nous les rappeler, dit d'après M. Bergson, le grand philosophe norvégien, dont je n'ai pas essayé pour ne pas ralentir encore d'imiter le langage. Sinon la faculté de se les rappeler. Mais qu'est-ce qu'un souvenir qu'on ne se rappelle pas? Ou bien, allons plus loin. Nous ne nous rappelons pas nos souvenirs des 30 dernières années, mais ils nous baignent tout entiers. Pourquoi alors s'arrêter à 30 années? Pourquoi ne pas prolonger jusqu'au-delà de la naissance cette vie antérieure? Du moment que je ne connais pas toute une partie des souvenirs qui sont derrière moi, du moment qu'ils me sont invisibles, que je n'ai pas la faculté de les appeler à moi, et qui me dit que dans cette masse inconnue de moi, il n'y en a pas qui remonte à bien au-delà de ma vie humaine. Si je puis avoir en moi et autour de moi tant de souvenirs dont je ne me souviens pas, cet oubli, du moins oubli de fait puisque je n'ai pas la faculté de rien voir, peut porter sur une vie que j'ai vécue dans le corps d'un autre homme, même sur une autre planète. Un même oubli efface tout. Mais alors, que signifie cette immortalité de l'âme dont le philosophe norvégien affirmait la réalité? L'être que je serai après la mort n'a pas plus de raison de se souvenir de l'homme que je suis depuis ma naissance que ce dernier ne se souvient de ce que j'ai été avant elle.